Bonsoir, bon dimanche. Premier dimanche après la célébration du cinquantenaire de l'État unitaire au Cameroun, vous le savez. Le 20 mai 2022, le Cameroun a donc célébré à travers les 10 régions et tous les départements cet événement assez important qui marque évidemment l'union entre les deux Camerouns. Cet événement a été célébré à travers le pays et parmi les partis politiques qui ont marqué le pas, il y a bien sûr le PCRN. Le PCRN dont le président national est l'invité de ce dimanche. Avec Cabral Libby, nous allons analyser l'actualité qui a marqué fortement cette semaine, telle que vue par les reporters de STV, en termes de commentaires et d'analyse. Et l'une de ces actualités, c'est bien sûr l'exploitation du minerai de fer pauvre, puisqu'il faut l'enrichir du côté de Kribi, de Mbala, bien sûr. Ce minerai de fer qui a fait l'objet d'abord de la sortie, je l'ai dit, de Cabral Libby cette semaine, fortement critiqué, mais également le gouvernement jusqu'au ministre des Mines qui a également apporté des clarifications. Et du coup, la convention signée entre le Cameroun et l'entreprise Sinostil a été mise sur la place publique pour être déployée. On va, avec l'invité de ce dimanche, en parler longuement de comment on reviendra sur cette histoire de déguerpissement sous fond de polémique, sous fond de soupçons des habitants de Dikolo, c'est ici à Bali. D'autres sujets vont meubler cette émission. Cabral Libby, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Dipita Tongo. Merci infiniment d'être à nouveau disponible. Évidemment, quand l'actualité l'impose, et vous avez grandement fait l'actualité cette semaine, disponible pour étayer, évidemment, nos téléspectateurs sur ces sujets-là. D'abord, peut-être en un mot, comme en plusieurs, la célébration de l'État unitaire. On a vu le déploiement du PCRN à travers le Cameroun. Je veux dire, vous vous sentez comment après cette célébration? Le PCRN a en effet... D'abord, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que je retrouve avec plaisir. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a en effet célébré l'unité nationale. La fête de l'unité nationale. Vous savez que nous, au PCRN, on fait la nuance entre l'unité nationale et l'État unitaire. Parce que nous sommes pour le fédéralisme communautaire, fédéralisme entendu comme mode d'organisation politique de l'État qui vise à, dans un espace partagé, à faire vivre ensemble plusieurs singularités sociologiques et anthropologiques. Donc, le fédéralisme, philosophiquement entendu par nous, se distingue donc du sujet de droit qu'est l'État fédéral. Mais ça, c'est d'autres sujets. Ce sur quoi vous m'interpellez, c'est, je présume, notre part de déploiement dans la célébration de l'unité nationale. Et je dois avouer que j'ai été, moi-même en tant que président national, profondément subjugué par la mobilisation de mes camarades de partout sur le territoire national. Le dernier pointage qui a été fait, qui m'a été communiqué par ma porte-parole, Mme Anne-Fégon Noah, il y a quelques instants quand je venais dans ce studio, faisait état du déploiement du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dans 311 arrondissements répartis dans 42 départements et 9 régions. Je crois que, ayant pris les rênes du PCRN en mai 2019, on peut donc penser que nous en sommes à la 4e année et voir un tel déploiement qui traduit l'attachement de nos compatriotes à l'offre politique que nous portons. Nous prenons cela humblement comme un encouragement et je tiens à saluer cela et à féliciter mes camarades. Alors, que dites-vous à ceux-là qui estiment que célébrer cet événement dans un environnement où le quotidien du Camerounais n'est plus évident, c'est un peu une façon de, j'ai failli dire trahir, l'expression même de l'État unitaire? De toute façon, ça fait, on va peut-être en parler tout à l'heure, je crois que le Cameroun peine sérieusement depuis au moins 2006, que nous sommes en crise véritablement. Je parle notamment des tensions, la vie chère et tout ça dont on parle maintenant. Mais jusqu'à preuve du contraire, le 20 mai demeure une fête nationale civile. Et là, nous l'avons dit, je crois, en 2018, nous disions que
ce qu'il fallait célébrer pour nous, au PCRN, c'était davantage l'indépendance du Cameroun comme fête nationale. Nous l'avons dit parce que c'est une chose, c'est un acquis que nous avons obtenu de haute lutte. Et d'ailleurs, nous faisons partie de ceux qui disent que ce n'est pas tant le 1er janvier qui est date de proclamation de cela, mais qui est important pour nous. Mais enfin, ça a été choisi arbitrairement par le président de l'époque, mais c'est davantage, je crois, ça doit être le 17 octobre 1959, la résolution des Nations Unies qui instituait donc en réalité l'indépendance dans tous les territoires post-coloniaux, sous tutelle notamment parce que le mandat était passé avant. Donc, pour nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'est quelque chose qu'il faut marquer. L'unité du Cameroun. C'est quelque chose qu'il faut marquer parce que justement le Cameroun est en crise. Le Cameroun est en guerre. Et c'est justement la crise de l'État qui entasse les morts dans 2 régions du Cameroun particulièrement. C'est encore la crise de l'État qui entasse les morts dans certains départements, dans le septentrion du Cameroun. Parce que lorsque les peuplements du Cameroun, dans le Logo-Nechari, s'entretuent à la hache, à la flèche, à la machette, en ce moment-là, on ne parle plus de francophones, anglophones. Donc il y a une sérieuse crise de l'intégration nationale au Cameroun. C'est un chantier qui a été complètement abandonné et c'est d'ailleurs l'un des leitmotifs du PCRN. Il faut dans l'effectivité, engager le chantier de l'intégration nationale. S'intégrer, c'est se connaître. Jusqu'ici, les peuplements camerounais qui se sont retrouvés dans un triangle par la volonté des autres, se sont retrouvés juxtaposés. Et jusqu'ici, le colon, lui en particulier, n'avait pas besoin de cohésion. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inventé diviser pour mieux régner. Donc il fallait effectivement créer des césures entre les peuplements pour mieux les contrôler. Ceux qui se sont substitués aux colons ont perpétué cette politique. La politique de la division, la politique du soupçon. Tout le monde se regarde dans chien de faïence. Très tôt, on a soupçonné un peuplement ou un autre. On va en parler tout à l'heure. J'ai été surpris, mais enfin, j'anticipe un peu sur le sujet. Une fois, je suis venu exprimer ma compassion aux populations de Dikolo, avant même qu'on les casse, qui m'avaient appelé. Et je me rappelle à l'époque, une fois que je suis arrivé, les premières personnes que j'ai rencontrées me disaient « Ah, les Bamileke sont venus arracher nos terrains. » Et je me vertue à leur dire « Mais c'est ça le piège. C'est ça le piège. » C'est-à-dire qu'une fois que l'État est irresponsable, a échoué dans sa mission, de cohésion nationale, de protection des populations, ben, il participe lui-même à disséminer ce genre de choses dans l'opinion pour réveiller la bête, la bestialité qu'il y a en nous, pour qu'on continue à s'entretuer. Donc, il y a une réelle crise à ce niveau, et c'est pour ça que nous, au PCRN, nous avons justement tenu, et ça c'est l'orientation que j'ai donnée, afin que nous avons tenu à ce que du nord, de l'extrême nord au sud, vraiment de Ile Haïfa, où il y a eu défilé, en passant par Campo, par Manoka, Ayokadouma et partout, Mogodé, partout, nous avons tenu, nous, et je crois Limbe, Bouya, d'ailleurs Kumba aussi, je crois, nous avons tenu à ce que ce qui nous est le plus cher soit célébré par le PCRN. Donc nous montrons ce que nous voulons faire. C'est vrai, l'unité nationale est en crise, nous ne célébrons pas ce qui est un échec, nous célébrons ce qui est notre idéal, notre objectif. Venons-en à au premier sujet de cette soirée. On va parler de ce fer de Kribi qui ne cesse de faire l'objet de la polémique. C'est du moins ce qu'on a observé tout au long de la semaine. Je voudrais avec vous, Cabral Libye, en quelques minutes, vous le savez certainement, puisque vous êtes l'acteur de l'élément, l'acteur principal de l'élément qu'on va diffuser. On va le mettre d'abord en exergue pour que les téléspectateurs qui nous regardent s'imprègnent du début de cette polémique. Il s'agit d'une vidéo que vous avez faite sur votre page Facebook et nous avons tenu d'abord à la remettre à l'antenne pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette polémique. Suivez plutôt. Bonjour à tous. Le 6 mai 2022, le ministre des Mines de l'État du Cameroun a signé une convention minière avec une entreprise d'État chinoise qui s'appelle Sinosteel. La convention en question porte sur l'exploitation d'un gisement de minerai de fer qui est situé entre Kribi et Campo dans la région du Sud Cameroun, dont la taille est estimée à 632 millions de tonnes. Alors,
Regardons ensemble ce que l'État du Cameroun a signé. Le minerai découvert a une teneur en fer de 33%. L'État du Cameroun s'engage à vendre la tonne à l'entreprise chinoise à 2300 francs CFA. L'entreprise en question va exploiter par an 10 millions de tonnes et va reverser à l'État du Cameroun 23 milliards de francs CFA. L'exploitation va durer 50 ans, donc elle aura exploité 500 millions de tonnes. Au bout de 50 ans, elle aura reversé à l'État du Cameroun 1150 milliards de francs CFA. Et à ces 1150 milliards, il faut ajouter 425 milliards que l'entreprise s'est engagée à investir au Cameroun. Ça, c'est ce que l'État du Cameroun a signé. Regardons maintenant ce que l'entreprise chinoise va engranger. Le minerai est toujours enrichi à 33%. Il est toujours à 33%, c'est comme ça qu'il a été découvert. Sur le marché international, ce que nous vendons à 2300 francs est vendu à 95 000 francs CFA. Donc, lorsqu'on a exploité 10 millions par an, l'entreprise a engrangé 950 milliards de francs CFA, alors qu'elle n'a reversé à l'État du Cameroun que 23 milliards. Au bout de 50 ans et de 500 millions de tonnes exploitées, l'entreprise aura engrangé 47 500 milliards de francs CFA, alors qu'elle n'aura reversé à l'État du Cameroun qu'un total de 1575 milliards de francs CFA. Mais ça ne s'arrête pas là. La rentabilité de l'entreprise chinoise est beaucoup plus favorable et généreuse que cela. Parce qu'en matière d'exploitation des minerais de fer, on peut enrichir le minerai. Et l'entreprise en question nous a dit que le minerai qui a une teneur en fer de 33% peut être enrichi jusqu'à 60%. Et lorsqu'on enrichit 10 millions de tonnes, ces 10 millions de tonnes sont convertis à 4 millions de tonnes. Donc, en fait, ce sera donc par an 4 millions de tonnes enrichies cette fois à 60%. Mais lorsque c'est enrichi à 60%, les cours changent. Désormais, ce n'est plus 95 000, mais c'est 1 500 000 francs CFA. Ce sont les cours actuels. Ça veut dire que ce que l'État du Cameroun a vendu à 2300 francs peut être vendu jusqu'à 1 500 000 francs CFA. Ça donne donc par an à l'entreprise chinoise, dans ce cas, 6 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire plus du budget de l'État du Cameroun actuellement par an. Mais bien plus encore, la dette camerounaise globalement aujourd'hui est estimée à plus de 11 000 milliards. Ça veut dire qu'avec les 6 000 milliards par an, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, le Cameroun peut avoir épongé toute sa dette, seulement avec le gisement de Kribi dont nous sommes en train de parler. Et ça va donc donner au bout de 50 ans, pour cette entreprise, 200 millions de tonnes exploitées et donc 300 000 milliards de francs CFA d'engranger. Ça veut dire qu'au bout de 50 ans, l'État du Cameroun aura gagné 1575 milliards. Si ce n'est vendu qu'à 33% de teneur en fer, l'entreprise chinoise gagne 47 500 milliards. Et si c'est enrichi à 60%, comme ils vont le faire, ils engrangent 300 000 milliards de francs CFA. Observez le gap par vous-même. Quel que soit l'investissement qu'ils font au Cameroun, même 1000 milliards par an, la rentabilité pour cette entreprise reste énormissime. Et figurez-vous que seulement avec un gisement comme celui-là, le Cameroun serait en mesure de produire par an plus du budget actuel de tout l'État du Cameroun. C'est simplement inadmissible. C'est inacceptable. C'est pour cela que nous disons au président de la République, puisque c'est à lui que revient le pouvoir de signer par décret le permis d'exploiter, de ne pas le faire. Il a créé le 14 décembre 2020 une entreprise d'État camerounaise qui est comme la Sinostyle, qui s'appelle Sonamine. Cette entreprise a les mêmes attributions d'exploration, d'exploitation. S'il nous faut 425 milliards pour exploiter ce gisement, pour gagner par an 6 000 milliards de francs CFA, mais bon sang, trouvons-les. Que ce soit par les banques camerounaises, que ce soit par l'épargne camerounaise d'ici et de la diaspora, nous serions en mesure de lever les 425 milliards. Monsieur le Président de la République, ne signez pas ce permis. Peuple camerounais, levons-nous contre ce que le ministre des Mines a signé. Non, c'est une braderie criminelle.
Nous excusons pour la qualité approximative de cet élément. Je vous l'ai dit, on l'a extrait de la page Facebook de page officielle Cabral Libye. Donc, il est effectivement de qualité approximative lorsqu'on le met à l'antenne. Oui, Cela dit, quand c'est extrait. Hein. Oui, oui. Oui, mais à la base, c'est pas de qualité approximative. Je l'ai fait effectivement pour dire que la problématique est plutôt à notre niveau. Je voudrais à la suite de cela, avec la maîtrise d'Adonis Yamen qui a reçu la réalisation, qu'on mette à l'antenne, une fois de plus, cet élément de Cabral Libye qui, quelques jours après, 1 ou 2 jours après cette publication, il y a les premières précisions par les experts autour du dossier. Cabral Libye a fait une autre sortie, et on va le lire. Pour une fois, une convention minière est rendue publique conformément à l'article 6 de la loi du 14 juillet 2018 sur la bonne gouvernance. Certains éléments de son contenu tranchent avec le contenu des dossiers de presse distribués le 6 mai 2022. Mais pas grave, on s'en tient à ça. Le document rendu public est réputé authentique. Alors, Cabral Libye, cette toute publication, vous la faites après que sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a eu la convention qui a été mise à la connaissance du public. Alors, est-ce un retropédalage? Quelle est la différence entre la première sortie et ce point pour commencer, avant de rentrer dans le fond du sujet? Mais absolument pas. D'accord. D'abord, il faut plutôt se féliciter, comme je le dis dans ce poste que vous venez de relayer, que c'est inédit. Peut-être vous avez une information contraire, mais autant que je me souvienne, c'est la première fois qu'au Cameroun, on rend public une convention minière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant. Hein. Il y a des conventions. Il y a même des exploitations minières qui se font sans convention, notamment les exploitations artisanales et autres. Maintenant, dans les deux sorties, vous voyez bien, notamment dans la deuxième sortie, je précise les sources. Je précise les sources. La convention a été signée le 6 mai. Les éléments d'information qui étaient rendus publics, c'est-à-dire donnés aux journalistes, c'est les éléments d'information contenus dans le dossier de presse. Et j'ai travaillé sur la base des éléments du dossier de presse. Puis, après le retentissement qu'a connu la vidéo, ils ont rendu public la convention pour donner des chiffres qui, pour certains, étaient différents de ceux qui figuraient dans le dossier de presse. Maintenant, M. Dipita Tongo, Je suis encore sur la forme. Je vois que vous voulez déjà entrer dans le fond. Mais non. Ben, ok, mais je voulais qu'on s'accorde. Oui, d'accord. Donc, oui, mais toujours sur la forme, je voudrais vous dire que je maintiens de bout en bout ce que j'ai dit. C'est une braderie criminelle. Alors, toujours sur la forme, je veux dire, n'est-ce pas une faiblesse d'avoir justement, vous êtes député, je veux dire que une demande, je ne sais pas comment se fait la procédure, mais une simple demande d'information au niveau du ministère des Mines vous aurait peut-être permis d'accéder assez rapidement à cette convention-là pour faire toutes ces remarques-là. Est-ce que je veux dire, vous inspirez des documents de presse, n'était-ce pas une faiblesse, justement, qui aurait peut-être pu biaiser votre analyse et contrarier votre sortie? Excusez-moi, mais c'est la première fois que je vois un journaliste qui dit que son métier ne sert à rien. Parce que ce qui est scandaleux, c'est que vous, les journalistes, qui renseignez l'opinion, qu'on vous ait donné des documents qui contiennent des données différentes de celles qui figurent dans la convention. Le dossier de presse n'est pas fait par les journalistes. Comment? Le dossier de presse n'est pas fait par les journalistes. Non, mais attendez. C'est pour ça que je dis que ça ne vous écœure pas. Que justement, on vous ait donné un document dont vous vous servez pour informer l'opinion. On n'a pas commenté le travail que les journalistes ont fait après cette conférence de presse, après avoir reçu ces dossiers de presse. Ça, c'est notre débat. Donc, je ne vois pas la leçon que les journalistes auront à prendre. C'est justement... Non, mais je ne fais pas de leçon aux journalistes. C'est à vous que je pose la question. Parce que justement, je vous dis, et tout cela est consultable puisque le dossier de presse existe. Nous travaillons sur la base des informations qui sont contenues dans le dossier de presse. D'accord. Et je vous dis que quels que soient les légers ajustements et même l'édification que nous apporte la Convention en elle-même, le problème dans le fond demeure. De quoi voulez-vous que nous parlions? Allons-y. De la mine de fer de Kribi? Absolument. Ok, parlons des informations et des chiffres. Si vous consultez la convention qui a été rendue publique, 90 pages. Qui a 90 pages, vous l'avez consultée? Bien sûr. Y a-t-il dedans le chiffre de 500 milliards? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Maintenant, est-ce que vous confirmez que vos collègues de la télévision nationale, le lendemain du jour où j'ai publié cette vidéo, ont dit à l'opinion, au journal de 13 heures. On ne va pas faire le procès. Non, mais attendez, mais puisque nous parlons des sources et des chiffres, ils ont dit au journal de 13 heures
que cette convention rapportait à l'État du Cameroun à terme 500 milliards de revenus. Et que pour le compte de l'appui au compte spécial de développement des capacités locales, ça rapportait 820 milliards. Ça, c'est vos confrères de la CIATV. Mais passons, mais puisqu'apparemment, ce que disent les journalistes ne compte pas. Rentrons dans le site du ministère des Mines. Au moment où nous parlons ici, vous repartez là-dedans, vous retrouvez le communiqué rendu public par le ministre des Mines, qui dit, une fois de plus, que ce que cette convention va rapporter à l'État du Cameroun à terme, c'est bien 500 milliards de revenus. Et il précise, et il n'a pas tort, qu'en matière de convention minière, le délai initial est de 20 ans. Et c'est après ce délai de 20 ans qu'on peut renouveler la convention par décennie, donc par vague de 10 ans. Et c'est ce qui d'ailleurs était contenu dans le dossier de presse. On disait qu'après 20 ans, ça allait être renouvelé par décennie jusqu'à 50 ans. Maintenant, restons sur le délai de 20 ans. Suivez très bien ce que je vais vous dire, chers compatriotes. Le ministre dit que ça va rapporter à terme des revenus de 500 milliards. À terme, ça veut dire, en français facile, au bout de l'exploitation, des 632 millions de tonnes. Maintenant, dites-moi, si vous divisez 500 milliards par 20, ça vous donne quel chiffre? 25 par là. 25 milliards. Donc on peut me reprocher d'avoir dit que l'État du Cameroun va gagner 23 milliards. J'aurais donc dû ajouter 2 milliards de plus. Ok. Restons dans les chiffres qui sont dans la convention. L'entreprise va exploiter 10 millions de tonnes et elle va les transformer, elle va les enrichir. À 60%, ça va donner 4 millions de tonnes. Quels sont les cours? Permettez que je dise. Quels sont les cours du minerai de fer à 60% actuellement? Je peux répondre? Ou alors... Mais non, mais je réponds, je connais la réponse. Allez-y. C'est autour de 150 $, donc 93 750 francs CFA. Ça veut dire qu'en une année, quand ils ont exploité, ils ont extrait 10 millions de tonnes à 33% et qu'ils les ont transformés à 60% et qu'ils les ont vendus sur les cours actuels, ça rapporte donc 375 milliards. Et sur ces 375 milliards, donc, l'État gagne 25 milliards. Alors, je peux dire... C'est-à-dire qu'il reste un gap de 350 milliards. Si vous, je finis rapidement, si vous faites donc 375 milliards tous les ans fois 20, puisque le délai initial c'est 20 ans, ça vous donne donc 7500 milliards. 7500 milliards. Et dans les 7500 milliards, l'État du Cameroun aura donc gagné à terme 500 milliards. Je sais, vous allez me reprendre tout de suite en me disant... Il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas en compte. Mais là, je suis sur le chiffre d'affaires. Avant ça. Est-ce que vous saisissez le gap? D'abord sur la quantité. Est-ce que vous saisissez donc le gap en ce moment-là de 7 000 milliards? Avant ça. Ok. D'abord sur la quantité. On a dit 10 000 tonnes extraites. Oui. Qu'il faut enrichir. D'accord. Donc au bout du processus, on n'aura plus 10 000 tonnes. Donc sur cette base ça devient 4 millions de tonnes. Oui, environ 3 millions et demi, 4 millions de tonnes. 4 millions, c'est ce qui est contenu. C'est ce qui est contenu la base de votre calcul, c'est sur les 10 millions. La base de votre calcul, c'est sur les 10 millions de tonnes enrichies. Non. La démonstration que vous venez de faire. Non, pas du tout. La base de la démonstration que je viens de faire porte sur les chiffres qu'ils ont rendus publics par la Convention. D'accord. C'est-à-dire qu'ils extraient 10 millions de tonnes à 33% de teneur en fer. Ils les enrichissent à 60%. Ça donne donc 4 millions de tonnes. Exact. Et les 4 millions de tonnes, donc, si vous les vendez au cours d'aujourd'hui, ça vous donne 375 milliards. Et sur ces 375 milliards, ce qui est donc reversé à l'État comme revenu, c'est 25 milliards. Ça veut dire qu'il y a un gap de 350 milliards. Fois 20, ça fait un gap de 7 000 milliards, puisque l'État n'aura obtenu que 500 milliards et que le chiffre d'affaires global, c'est une simulation. Hein. Tous les chiffres sont faits sur des simulations des cours actuels. Il y aura donc un gap de 7 000 milliards. Si ça ne s'appelle donc pas braderie criminelle, c'est quoi? Maintenant, il faut dissiper rapidement quelque chose. Monsieur Dipita Tongo, lorsque moi j'ai appris que le Cameroun se lançait dans l'exploitation du fer et que le Cameroun avait signé une convention avec la Chine, je dois vous le dire tout de suite, moi j'ai applaudi des deux mains. Parce qu'il faut savoir qu'en matière d'industrie du fer et de l'acier, actuellement dans le monde, les Chinois sont les premiers. Absolument. 51% des parts du marché, suivi de l'Inde, du Japon, de la Russie, la Turquie, Corée du Nord, ainsi de suite. Ils sont en tête du top 10. Donc, à la vérité,
c'est de quoi être fier, Absolument. a priori. Donc, une fois encore, le problème pour nous, ce n'est pas la Chine. Non, bien au contraire. On applaudit des deux mains parce que nous nous sommes tous indignés par le passé de tous les contrats léonins qui avaient été signés par le Cameroun avec d'autres puissances, notamment les ex-puissances coloniales. Le problème, M. Dipita Tongo, c'est d'abord le doute. Le doute. Sur quoi fonder? Ah ben, mais vous devriez le savoir. Entre 2006 et 2008, il y a eu une négociation toujours sur le gisement de Kribi. À l'époque, c'était le Premier ministre Inoni Ephraim et le ministre Charles Salé était ministre des Mines. La négociation avait été conduite par un certain Titi Maniaka, si je me rappelle bien. Et déjà à l'époque, on parlait du gisement de Kribi et on disait qu'il avait 800 millions de tonnes et avait une teneur en fer initiale de 46,7%. Aujourd'hui, c'est retombé à 33%. Il y a déjà un doute qui existe. Mais continuons. Je veux vous le dire, M. Dipita Tongo, ceux qui ont signé cette convention, soit ils sont incompétents, soit ils sont criminels, soit ils sont paresseux. Et je vais vous le démontrer. Au point où nous en sommes, en temps normal, c'est même déjà une convention qu'on doit simplement réécrire, pour la simple et petite raison qu'elle est illégale. Je vais vous lire quelque chose. L'article 27 de cette convention, du 6 mai, qui dit « L'État reconnaît par les présentes que la convention, ses annexes et l'ensemble des informations relatives à l'exécution de la présente convention font l'objet d'un traitement confidentiel par les parties. Ils constituent des secrets industriels. » Alinéa 2. L'État garantit Sinosteel Cameroun, SA, qu'aucun de ses agents ou fonctionnaires n'est censé communiquer ses secrets industriels sans l'accord préalable écrit de Sinosteel. C'est-à-dire que l'État s'est engagé à informer les citoyens camerounais de l'exploitation de leurs minerais que sur autorisation de l'entreprise d'État, dont la succursale au Cameroun s'appelle, l'entreprise d'État chinoise, dont la succursale s'appelle... Pourquoi je dis que c'est une illégalité? Parce que je vais vous lire maintenant l'article 6 de la loi du 11 juillet 2018, qui porte Code de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, qui dit « Les contrats entre l'administration et les entreprises publiques ou privées, notamment les entreprises d'exploitation des ressources naturelles, sont clairs et rendus publics. Ces principes valent autant pour la procédure d'attribution du contrat que son contenu. » J'espère qu'à ce niveau, on se comprend. Voilà où se trouve l'illégalité. Je vous ai parlé du doute. Je vous ai parlé de l'illégalité. Je le dis encore, j'ai rien contre la Chine. D'ailleurs, quand vous lisez le code minier, il dit clairement que lorsqu'une entreprise a un permis d'exploration, lorsque cette entreprise, après l'exploration, sollicite l'exploitation, on a obligation de lui donner l'exploitation. Donc j'ai envie de vous dire qu'au regard de la législation actuelle, c'est un droit acquis pour Sinosteel. Parce que le permis d'exploration, de recherche, comme ça se dit dans le code minier, qui a été donné à cette entreprise, date de 2008. Donc la loi ne valant que pour l'avenir et n'ayant pas d'effet rétroactif, on considère que, comme ils ont eu ce permis de recherche avant l'avènement de la loi de 2016, ben, ils ont donc droit à exploiter. C'est pour ça que nous disons encore que notre problème, ce n'est même pas que ce soit fait par la Chine. Notre problème, c'est ce que nous gagnons là-dedans. Continuons. Mais est-ce que dans vos estimations, vous ne prenez pas compte du coût de l'investissement? Ben, c'est vers là que je vais. C'est vers là que je vais. Parce que l'investissement qu'il faudra pour exploiter ce gisement, c'est 420 milliards. C'est 420 milliards. C'est l'information qui a été rendue publique. Mais comment sont levés les 420 milliards? 30% fonds propres de l'entreprise et 70% de prêts bancaires. Vous comprenez donc pourquoi je disais qu'en réalité, pour de telles initiatives, à partir du moment où le Cameroun s'est doté d'une société nationale des mines, dont l'article 4, 4e et 5e disent que ses attributions sont l'exploration, l'exploitation et la transformation des minerais de fer, s'il faut 420 milliards pour exploiter ça,
c'est pas trouver 127 milliards, parce que sur 420 milliards, 30% c'est 127 milliards. Et les autres 70% c'est 297 milliards. Donc c'est pas trouver 127 milliards qui peut dépasser le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis encore que cette affaire... Mais c'est un droit acquis. Est-ce qu'en l'état, la Sonamine a les capacités... Mais ça, c'est une question que je ne comprends pas. Mais écoutez, je vous rappelle que Sinosteel est une entreprise d'État en Chine. C'est juste sa filiale qui est ici. Donc exactement comme la Sonamine. Mais de toute façon, le débat ne porte même plus là-dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un droit acquis pour Sinosteel. Donc ce n'est certainement pas ici. Mais maintenant, il y a autre chose, un autre rôle que la Sonamine peut jouer là-dedans. Avançons. On nous dit, quand vous lisez cette convention, il y a quelque chose qui vous frappe. Elle est vague sur ce que le Cameroun va gagner. Elle est complètement muette sur ce que le co-contractant va gagner. Vous l'avez parcouru. Si je vous demande, que gagne l'entreprise co-contractante? Vous ne pouvez pas me dire. Mais c'est une entourloupe juridique où on va vous égrener un certain nombre de choses avec des chiffres, j'y reviens, pour que vous compreniez qu'en fait, tout ce qu'on vous dit que le Cameroun va gagner est déjà dans les 25 milliards, à la vérité. Reparcourons donc ce que le Cameroun prétend gagner là-dedans. Le Cameroun aura 10% des actions dans cette entreprise, au travers de la Sonamine, parce que c'est la Sonamine. Mais M. Dipitatongo, et là encore, je vous dis, ceux qui ont signé cette convention, c'est des criminels. Le code minier permet à l'État du Cameroun, chaque fois que nous signons une telle convention, d'avoir 10% gratuitement, hors charge. Mais il est possible d'augmenter ses parts à la demande de l'État du Cameroun jusqu'à 25%. Ce qui pourrait donc porter le total des parts camerounaises à 35%. Qu'est-ce qui explique qu'on se soit arrêté à 10%, renonçant donc à quelque chose de très important, la minorité de blocage? Parce que la convention en question est régie par la loi Ouada. Et la loi Ouada, qui est donc la loi qui régit les affaires en Afrique, fixe la minorité de blocage à autour de 33%. Donc avec les 35%, nous les aurions. On n'a même pas 20%, je parle toujours de l'acte uniforme OADA sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, qui précise bien que lorsque vous êtes actionnaire minoritaire, pour que vous puissiez déclencher une procédure contentieuse d'expertise de gestion, c'est-à-dire qu'à un moment où vous êtes actionnaire, vous vous rendez compte que les choses ne tournent pas bien, vous saisissez le juge pour expertiser la gestion, il faut que vous ayez 20% des parts. Donc le Cameroun a renoncé à la minorité de blocage, a renoncé aux 20% des parts qui lui auraient permis de vérifier la gestion. Parce que n'oublions pas que dans cette affaire, on fait des affaires. Et que autant je suis admiratif de la Chine et que je suis, moi, pressé de dealer avec la Chine, parce que c'est quand même Sud-Sud, coopération Sud-Sud, et que c'est un pays qui nous a démontré qu'on peut sortir du joug, d'un certain type de joug, s'affranchir et s'industrialiser. Mais ne demandons pas aux Chinois de négocier à la place des Camerounais. Après tout, c'est une entreprise d'État chinoise. Lorsqu'elle arrive ici, ce qui est important pour eux d'abord, ce sont les intérêts des citoyens chinois. Mais les nôtres qui négocient cette affaire, où sont nos intérêts? On va vous dire que dans cette affaire, l'État du Cameroun aura 1% de fer condensé. Donc, chaque fois qu'on aura enrichi à 60%, l'État du Cameroun aura 1%. Et la loi vous dit, le code minier précise bien que il faut un décret d'application pour définir les modalités de dévolution de tout cela. Et là, ça me permet d'aborder une autre question qui n'explique absolument pas l'empressement de la signature de cette convention. Le code minier date de 2016. Une fois donc qu'il est advenu et qu'il a modifié la législation minière, toutes les lois précédentes, tous les textes précédents sont caducs et abrogés. Donc, à date, il n'y a pas un seul texte d'application qui dit comment ça doit s'appliquer. Et c'est pour ça que les 1% en question, on ne sait même pas comment, puisque la convention dit qu'on va négocier. Mais on va négocier sur quelle base? Parce que le code n'est pas à jour. Donc il faut même des textes d'application. Continuons. On nous dit que
il y aura 2%, 2 francs prélevés sur chaque tonne de roche brute. La roche brute, donc, c'est dans le lot de 10 millions. C'est-à-dire, c'est encore à 33%. 2% fois 10 millions, ça vous donne très exactement 20 millions. Mais c'est compris, hein, dans les 25 milliards. Et c'est ça, les 20 millions, là, qui vont donc être versés chaque année dans le fonds de développement du secteur minier au Cameroun. On vous dit qu'il y a un fonds spécial pour le développement des capacités locales. Et que les prélèvements qui vont alimenter ce fonds spécial sont de l'ordre de 0,5% du chiffre d'affaires. 0,5% du chiffre d'affaires de 375 milliards, c'est très exactement 1,6 milliard. Tout ça est compris dans les 25 milliards. On vous dit que 15% que l'entreprise co-signataire a l'obligation de vendre dans le marché local. 15% du minerai de fer enrichi à 60%. Ah tiens, moi j'ai envie de vous poser la question. Disposons-nous donc, à l'état actuel au Cameroun, d'une industrie capable de transformer le minerai de fer enrichi à 60%? Non. Ce qui va se passer, c'est que nous serons obligés, et d'ailleurs la Convention le dit, d'écouler à nouveau cela. Sauf qu'en ce moment encore, il faut un décret d'application qui n'existe toujours pas. Il y a même une autre imprécision qui existe dans la Convention, qui nous dit que le minerai à 33% va être enrichi à plus de 60%. Ah tiens, vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait eu une précédente investigation à la matière qui parlait de 46,7%. Ah ben oui. Lorsque vous signez une convention qui dit plus de, ben, vous contrôlez quoi là-dedans? Il y a un souci en ce moment-là. Parce que ça pourrait donc être peut-être 64%, peut-être 65%. Comment vous contrôlez ça? On vous dit, j'ai lu un ministre du gouvernement qui a fait une publication disant « Ah mais oui, M. Cabral Libi n'a pas tenu compte de l'impôt sur les sociétés. » Ah tiens, l'impôt sur les sociétés est de 33%. Il n'y a pas que... C'est indexé sur le chiffre d'affaires. Il n'y a pas que cela. L'impôt sur les sociétés, ah tiens, n'est pas indexé sur le chiffre d'affaires, c'est indexé sur le bénéfice. Maintenant, dites-moi, M. Dipita Tongo, vous avez 10% dans une entreprise, vous n'avez pas de minorité de blocage. Vous ne pouvez même pas déclencher une procédure d'expertise de gestion. Vous traitez avec une grosse entreprise qui a 46 filiales dans son pays et 19 autres ou 16 autres disséminées dans le monde. Cabral. Vous pouvez me dire de quelle capacité de contrôle vous avez pour me rassurer de ce que les déclarations qui seront faites vous permettront, en prélevant 33% du bénéfice... Je vous ai laissé dérouler. Mais vous me laissez dérouler, en fait, c'est parce que je suis en train de vous démontrer que tout ce que les gens vous racontent participe à renforcer l'embrouille et que c'est 25 milliards, les dires du ministre. Je vous ai apporté quelques éléments de Paul Ngouet, Paul Tep Ngouet, qui est le conseiller de l'entreprise chinoise, qui a donné des précisions sur la convention minière signée évidemment avec l'État du Cameroun et l'entreprise sur l'exploitation de ce fer. Alors la première donnée qu'il apporte, c'est que l'entreprise a fait des recherches qui ont duré 5 ans et qui ont abouti à la mise en évidence de ses ressources. Donc on a parlé de 632 millions. Et elle a fait, ces recherches ont été faites à ses fonds propres. Alors, la même entreprise a présenté à l'État du Cameroun, comme l'exige la loi, ses projets qu'elle va réaliser de ce côté-là. Concrètement, elle envisage de construire à la Lobé une usine de traitement de ce minerai qui va permettre d'enrichir le fer. Elle va également construire une centrale électrique à gaz de 60 MW, un terminal minéralier pour le transport maritime du concentré, un pipeline de 20 km pour transporter le concentré de fer du site minier au terminal et d'autres installations socio-économiques. Ainsi, il est prévu d'extraire 10 millions de tonnes par an et l'enrichir. Voilà un peu quelques éléments à apporter à cette actualité-là pour relever quand même les investissements qui seront faits et pour lesquels vous n'avez pas forcément donné des arguments.
Autre chose, je les donne maintenant. Autre chose, bon, vous en avez peut-être parlé, mais je veux dire que rien n'empêche que l'État du Cameroun augmente ses parts à 25%, à 35%, en prenant les 25 autres, comme le prévoit la loi, pour éviter évidemment l'incapacité de contentieux. C'est pour ça que nous avons donc dit au chef de l'État qui doit délivrer le permis d'exploitation de ne pas le signer jusqu'à ce que ce contrat soit réécrit, soit réélu, pour qu'on tienne davantage compte des intérêts des Camerounais. Revenons sur l'investissement dont parle M. Tebgouet. D'abord, l'investissement en question, M. Dipita Tongo, ne fait même pas l'objet de débat. Il a été chiffré à 420 milliards. Et je crois que dans la vidéo que vous avez diffusée, qui est la mienne, je le dis très bien. Je précise bien qu'il y a un investissement. Et c'est pour cela d'ailleurs que je dis que si ce n'est que pour un investissement de 420 milliards, je ne vois pas l'intérêt. Si on n'avait pas l'obligation, conformément à notre code minier, de donner l'exploitation à l'entreprise qui a ses frais à faire l'exploration, on pouvait bien trouver un autre moyen de compensation des dépenses faites par cette entreprise. On peut. Mais non, ce serait de la mauvaise foi. Nous devons construire un pays d'attractivité. Lorsque nous avons permis à une entreprise de faire des recherches et qu'elle a eu un permis de recherche, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis, moi, je n'ai pas de souci à ce que le Cameroun fasse des deals avec la Chine. Maintenant, ils ont décidé d'investir 420 milliards. Je vous l'ai dit. Les 420 milliards ne viennent pas de l'entreprise chinoise. Ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Le contrat dit très bien qu'ils vont donner 30%, c'est-à-dire 127 milliards, que la Sonamine aurait pu elle aussi mobiliser, et qu'ils vont emprunter auprès des banques qui peuvent, je le souhaite d'ailleurs, être des banques camerounaises, 297 milliards. Mais il faut préciser que la Convention dit que l'usine en question appartient à l'entreprise. Le pipeline. Entreprise de droit camerounais. Ça aussi, oui, mais c'est une succursale. Mais c'est une entreprise. Attendez, monsieur. Non, c'est une entreprise, c'est une entreprise. C'est le secteur privé. Absolument. Ça lui appartient. Le pipe lui appartient. L'usine lui appartient. Et la Convention précise d'ailleurs qu'après l'exploitation, le Cameroun aura un droit de préférence sur le rachat de tout cela. Et par exemple, les routes, la Convention est même vague là-dessus. Elle dit que ça peut être retrocédé. Donc ce n'est même pas un acquis. À ce niveau encore, on aurait pu négocier beaucoup plus énergiquement pour que la dévolution de ces infrastructures qui nous seront utiles, nous soit concédée clairement par cette convention. Il est dit également qu'ils vont travailler, l'entreprise en question, sur le parc minéralier du port de Kribi. Ça encore, c'est un sujet qu'il faut creuser. Parce qu'il me semble, pour ceux qui suivent l'actualité de ce port, que ce port lui-même est déjà en train de lever des fonds pour construire des terminaux minéraliers. Donc, on pourrait même soustraire du cahier de charges de l'entreprise co-contractante la question du terminal minéralier. Parce que va-t-on faire un doublon? Y aura-t-il un terminal minéralier du port et un terminal minéralier de l'entreprise? Ça, c'est autant de télescopage qu'il faut pouvoir tirer au clair. C'est pour ça que je vous dis, monsieur Dipita Tongo, que j'ai fait un laïus assez long. Parce qu'il était important de disséquer tout cela. Parce que lorsqu'ils vous disent l'État aura ceci, l'État aura ceci, l'État aura cela, non, c'est rien du tout. Tout cela est compris dans les 25 milliards. Il faut préciser que ce n'est pas linéaire. Hein. Aujourd'hui, la tonne enrichie à 60% est à 150 $, ça peut baisser demain. Absolument. Mais tout comme ça peut aussi passer du simple au double après-demain. Mais il faut voir qu'il y a mais alors, encore que ça, c'est le code minier qui le dit, il y a une stabilité fiscale à ce propos. Il faut savoir que sur la base du code minier et de cette convention, la fiscalité qui est en vigueur au moment où nous adoptons, nous signons cette convention, au moment où nous délivrons le permis d'exploitation, ne change pas. Elle ne change pas. C'est-à-dire, même si demain, dans 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire 2 ans ou 3 ans après la mise en exploitation, les cours, par exemple, du minerai passaient sur le marché international du simple au double, nous, on resterait au Cameroun sur la fiscalité en vigueur au moment de la conclusion de cette convention. Donc vous voyez que ça encore, c'est une mesure favorable d'attractivité que je ne conteste pas forcément. Mais tout cela pour vous montrer que dans cette convention, il faut féliciter les négociants chinois qui ont su, eux, sur la terre camerounaise, ils ont su préserver les intérêts du citoyen chinois et regretter et s'indigner de ce que les nôtres, nous, ont accepté de se coucher et de brader. Parce qu'en prenant leurs propres chiffres et en ayant un gap de 7 000 milliards,
cela est simplement inadmissible. Et c'est pour cela que nous disons encore au président de la République de ne pas signer le permis d'exploitation en l'état. Et j'espère que ces clarifications que je viens d'apporter édifient tout le monde. Parce qu'on a tout fait d'embrouiller l'opinion. Vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'on a dit, vous savez, j'ai même suivi quelqu'un qui a dit oui, mais 15%, mais ça j'en ai parlé, 15% sera vendu au marché local. Non, ça ne veut pas dire que c'est donné au Cameroun. Ça reste une propriété de l'entreprise et c'est vendu au Cameroun. Mais les gens pensent que c'est de l'huile de palme. Bon, écoutez, si c'est une entreprise qui extrait de l'huile de palme et qui vous dit qu'elle va vendre 15% aussi, c'est bon, on consomme l'huile de palme. Mais si, ceux qui s'intéressent à l'industrie sidérurgique savent que si on vous donne 15% de minerai de fer enrichi à 60% pour arriver à l'acier, qui est donc utilisable et que des entreprises camerounaises comme Prométal et autres importent, c'est toute une autre technologie que vous n'avez pas. En termes de gains pour les pouvoirs publics, pour l'État du Cameroun, il y a quand même un certain nombre d'éléments que vous n'avez pas relevés. Allez-y, parlons-en. Les frais d'exploration et d'exploitation, c'est-à-dire les permis, les droits de concession domaniale, redevances superficiaires et autres, les frais pour la communauté locale, les impôts et taxes de droit commun. Il faut noter que les entreprises sont soumises au régime fiscal. Bon, vous en parlez, je viens d'en parler. À l'instant. Il faut rappeler qu'il y a exonération. Ça, c'est des mesures incitatives. Droit d'enregistrement, droit de douane. Il y a exonération de droits de douane, de TVA à l'import, à l'export. Il y a une batterie d'exonération qui est extraordinaire. Mais ça, c'est des mesures incitatives qui sont d'ailleurs déjà prévues par le Code minier. C'est d'ailleurs pour cela que tous ceux qui vous disent que la rentabilité de cette affaire est fiscale, ils vous racontent des histoires. Parlons des taxes que vous venez d'évoquer. La taxe superficielle, il y a deux types de redevances. Il y a la redevance superficielle, c'est-à-dire une redevance qui est prélevée sur l'occupation du sol. Je rappelle que cette affaire couvre 183 km². Cette redevance, le Code minier fixe son plancher à 4 millions de francs par an. 4 millions de francs CFA par an. Ça, c'est le plancher qui est fixé par le Code minier. Et curieusement, la Convention minière n'a pas cru bon d'aborder cette question et de discuter ce plancher. Qu'est-ce que la Convention fait? La Convention renvoie au Code minier. Ça veut dire que la taxe superficielle sera donc, vous avez bien suivi, de 4 millions de francs CFA. Parlons maintenant de la taxe, en dehors de la taxe superficielle, vous avez parlé des autres. Ça s'appelle taxe proportionnelle. Les taxes proportionnelles sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle la taxe sur la valeur, la taxe ad valorem, qui est très compliquée à déterminer. Personne ne peut la déterminer maintenant, parce qu'elle ne peut être déterminée que sur la base des renseignements et des informations de rentabilité qui sont données par l'entreprise pendant l'exploitation. Ça, c'est ce qu'on appelle. Et la taxe à l'extraction. Mais de toute façon, cette taxe est de 5%. 5% sur les bénéfices. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, et c'est clair, c'est un phénomène d'ailleurs que tout le monde connaît aujourd'hui dans les transactions financières internationales qui a été relevé par le FMI, l'OCDE. D'ailleurs, le Cameroun a adhéré à la juridiction de l'OCDE. Les instruments de ratification ont été déposés cette année-ci même, en 2022. C'est des problèmes qui sont connus. C'est-à-dire que dans les transactions internationales, lorsque vous interagissez avec une multinationale qui se vend à elle-même ce qu'elle exploite, il faut faire attention. On est dans les affaires. Hein? On est dans les affaires. Absolument. À partir du moment où j'exploite au Cameroun et je me vends à moi-même dans un autre pays, c'est moi qui vous dis ce que j'ai vendu. C'est moi qui vous dis ce que j'ai fait comme bénéfice, puisqu'on est dans le système de déclaration. Et que dans l'affaire, en plus, il est sûr de tous que je n'ai que 10%, donc je suis incapable de commander l'expertise de gestion. Donc c'est chimérique de penser que la fiscalité va rapporter quoi que ce soit. Je vous dis, M. Dipita Tongo, l'État va avoir 25 milliards de francs par an. Si on cumule les impôts, plus la part du Cameroun dans les bénéfices, plus la taxe Axe Valorem de 5% brut de la valeur du minerai, qui peut représenter au moins 10% du bénéfice de l'entreprise après exploitation, le Cameroun ne gagne pas moins de 45% de tout le bénéfice réalisé dans l'exploitation de la mine sans rien dépenser. Que dites-vous de cela? Mais c'est faux. C'est faux. Et encore que, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle bénéfice. Tout à l'heure, je vous ai parlé du chiffre d'affaires. Évidemment, le bénéfice, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Et c'est là-dessus, et c'est curieux. La taxe As Valorem et la taxe à l'extraction font non pas 5% du bénéfice, mais 5% du capital investi.
Ben, écoutez, de chiffre d'affaires. Je vous dis encore, non, ça ne peut pas être indexé sur le capital. C'est indexé sur le chiffre d'affaires. C'est indexé sur l'activité, ça ne peut pas être sur le capital. C'est des basiques. J'ai fait un peu de finances publiques à l'école. Donc, je vous dis encore que s'il y a un chiffre qui est vrai et que seul le ministre a rendu public, et c'est ce chiffre-là qui indigne, qui révolte, qui me sort de partout, c'est qu'au bout de l'exploitation de ces 632 millions de tonnes, ça prendra 20 ans ou 50 ans. Le ministre vous dit que ça va rapporter à le Cameroun en termes de revenus, à l'État du Cameroun en termes de revenus, 500 milliards. Que vous divisez par 20 ans, ça vous donne 25 milliards. Maintenant que le ministre nous dise et nous rassure, tiens, partons du postulat que je me trompe. Pour terminer, hein, partons donc du postulat que je me trompe. Non, mais vous voulez vous continuer sur ce sujet. Moi, je suis très à l'aise sur cette question, M. Dipita Tongo. Moi, je suis du côté des intérêts des Camerounais. Et je vous l'ai dit, moi, je n'ai aucun problème. Si j'étais à leur place, j'aurais fait de même. Ah tiens, vous avez invoqué, je vais revenir sur le gain. Vous n'avez eu de cesse de revenir sur quelque chose, notamment les fonds qui ont été investis par l'entreprise dans la phase de recherche. Parce qu'ils ont obtenu un permis de recherche en 2008, qui a été reconduit en 2009 et je crois en 2013. 5 ans de recherche. Ça donne justement 5 ans. Et mais ne pensez pas que c'est à perte. En fait, que dit la Convention? La Convention que nous avons signée dit qu'il y a un article qui le dit, qu'il y a une contre-expertise qui doit être faite de ces dépenses. Parce qu'en fait, l'entreprise Sinosteel a donné des chiffres en disant voici ce que j'ai dépensé pour la recherche. Et la même entreprise a pris un cabinet d'audit, Price Whitehouse, quelque chose comme ça. C'est dans la Convention qui a audité. Mais là, jusqu'ici, les deux chiffres que nous avons proviennent de celui qui a fait la recherche. Donc, il est logique que nous aussi, nous puissions vérifier si cela est vrai ou pas. En réalité, et c'est ce que la Convention dit, l'État du Cameroun doit donc aussi commettre un cabinet qui va contre-expertiser ces chiffres. Pourquoi on les contre-expertise? Parce que ce n'est pas un investissement à perte. Il faut savoir que tous les fonds qui sont dépensés dans la phase de recherche sont remboursés progressivement dans la fiscalité d'amortissement, qui a d'ailleurs été fixée dans la Convention à 1,25%, amortissement accéléré. Non, mais je ne fais que vous dire que s'il y a une personne qui est tranquille, et je parle de personne morale, la personne qui est tranquille dans cette convention, c'est la personne chinoise. Et moi, je n'ai aucun problème à ça. Je les félicite, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils savent défendre les intérêts de leurs compatriotes. Mais n'est-ce pas l'impôt sur le revenu qui fera 33% des bénéfices? L'impôt sur 33% de quel bénéfice? Je vous ai parlé de l'impôt sur les sociétés. C'est 33%. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est sur les bénéfices. Et je vous ai dit que l'édifice de détermination des bénéfices sur cette transaction internationale, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et partout dans le monde, ça fait l'objet de contentieux qui n'en finissent jamais. Parce que, en fait, au bout, les gens se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils avaient pensé. C'est pour ça que je vous dis que, et c'est ça que je voudrais que mes compatriotes retiennent, que sur cette convention, il faut qu'on la réécrive. Et que le processus de réécriture de cette convention soit dépouillé des 3 catégories de personnes que j'ai citées. Les paresseux, les criminels et les incompétents. Et qu'on confie ça à de vrais experts, et il en existe, y compris à la Sonamine qui vient d'être créée. Je crois que son directeur général est un jeune compatriote que je n'ai jamais rencontré, mais je suis, moi, déjà intéressé de voir qu'on a fait confiance à un jeune qui a un parcours et une expertise avérée. Capacitons la Sonamine. C'est-à-dire que c'est bien que le Cameroun ait déclenché l'exploitation aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses qui nous interpellent par le passé. Monsieur Dipita Tongo, où est Géovic et le site de Nkakuma à l'est? Qu'est-ce qui est devenu? Qu'en est-il de Mini Martap dans la Damawa? Qu'en est-il du diamant de Mobilon? Vous vous souvenez de toutes ces choses qui nous ont été vendues? Au point d'ailleurs que sur le diamant de Mobilon, l'entreprise sud-coréenne a été elle-même frappée dans son pays à cause de la corruption qui a eu lieu au Cameroun et de la plus-value qu'elle a engrangée dans l'affaire. J'espère que vous savez qu'un Premier ministre est tombé en Corée du Sud à cause de ce scandale. Mais ici, personne n'a bougé. Parce que qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces entreprises, lorsqu'elles arrivent, signent
prennent des engagements avec le Cameroun, des memorandum of understanding et autres, et immédiatement après l'annonce de cela, comme c'est des entreprises qui sont cotées en bourse, leur valeur boursière explose. Donc eux, ils se font de l'argent sur la simple base de l'annonce faite d'un engagement pris au Cameroun. Ils nous tournent en bourrique des années et des années et des années, et jamais on ne trouve rien. C'est pour ça que j'étais le premier à applaudir des deux mains. Lorsque le président Biya a créé la Sonamine, l'urgence pour nous aujourd'hui, c'est de signer les textes d'application du code minier et même de réécrire ce code minier. Moi, je suis parlementaire et je vous dis, pour l'avoir lu, il faut le réécrire. Deuxième chose, il faut en urgence lever un fonds souverain pour capaciter financièrement et technologiquement la Sonamine pour qu'elle prenne en charge nos ressources. J'ai vu le ministre des Finances dans un roadshow dans la sous-région CEMAC, il est en train de lever des milliards. Donc ça veut dire que le Cameroun est crédible, enfin dans une certaine mesure, en espérant que ces endettements, comme ils l'ont fait l'an dernier, ne vont pas être pris pour venir financer la gabégie comme d'habitude, le vol, pour qu'on s'endette encore pour rembourser la dette. Bon, j'espère qu'on va sortir de ça. Parlons tout à fait d'autre chose. On va à présent aborder cette question foncière ici à Douala, notamment sur le site de Dikolos et à Bali, dans l'arrondissement de Douala. Premier, on va suivre ces trois premiers éléments qui, derrière, après, nous permettront de revenir ici en studio pour les débats. D'abord, on va voir cette sortie du chef de Bonandio, Sa Majesté Ebumbu, qui a rencontré les familles, les propriétaires des lieux qui ont été déguerpis et puis cassés par le nouveau propriétaire de l'exploitation, de l'espace. Et puis après, on reviendra sur le plateau pour lancer les autres éléments. Suivez plutôt ce premier. Il y a le décret d'expropriation sur son article numéro 3 qui comprend la liste des indemnisés, des indemnisations. Ce sont des propositions d'indemnisation. Je veux bien que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, il est dit que toutes ces personnes sont allées percevoir de l'argent. C'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux. Nous avons ici 12 titres fonciers, 28 attestations coutumières, 5 CCP, c'est-à-dire certificats de dépôt. Au total, il y a 45 titres de propriété sur ces 2,5 hectares. Alors, personne, aucun propriétaire n'est allé percevoir aucun radis. Nous ne vendons pas notre honneur. Nous ne vendons pas nos terres. Et à quel prix? Alors, ceux qui sont passés pour voir le promoteur, pour percevoir de l'argent, ce sont uniquement des locataires. À titre d'exemple, chez les Moudi Sabel, il y a un locataire qui allait percevoir 12 millions. À quel titre? Son nom est dans cette liste. Alors, il y a eu un travail qui s'est fait de façon biaisée sur le terrain, où il prenait la liste des gens qu'il trouvait. Que ce soit des locataires ou pas, il n'en avait cure. Alors, pourquoi un locataire n'irait pas prendre de l'argent? Qu'est-ce qu'il appelle? Alors, j'aimerais que ce soit clair. Aucun propriétaire, que ce soit les Moudi Sabel, que ce soit le Moukouribel, que ce soit Moudoutebel, que ce soit Rachel Tiki, j'en cite et j'en passe, personne n'est allé percevoir le moindre radis. Que ce soit clair. Deuxièmement, dans le décret d'expropriation, on parle d'un titre foncier numéro 750. Ici, sur cette assiette, il n'y a aucun titre foncier numéro 750. Après des recherches effectuées par ma soeur Nadine Moudissa, Madame Baka, elle est allée voir le conservateur au cadastre. On lui a sorti le certificat de propriété du titre foncier numéro 750. Et il se trouve qu'il est localisé à Dédouard Bolantonnet, appartenant à une certaine Madame Indale. Aucun crime n'est parfait. D'ailleurs, lorsque Tété Charles Moukouri dit qu'on nous a débutés du tribunal, c'est logique. Vous ne pouvez pas venir porter plainte alors que vous n'êtes pas concerné par une affaire. Vous n'avez pas qualité à porter plainte. On
on n'était pas concerné par le 750 et c'est l'avocat du Premier ministère qui le dit. Monsieur Charles Moukouri, la famille Moudouté, la famille Moudissa n'ont pas qualité à porter plainte à qui que ce soit parce qu'ils ne sont pas concernés par le 750. Alors, ça veut dire que le 750, c'est Madame Ndale qui est concernée. D'où vient-il qu'on vienne donc casser à Bali? Vous comprenez maintenant les manigances, l'escroquerie, la magouille qui s'est passée dans ce dossier. Le ministère du cadastre est devenu une centrale d'agents immobiliers. Vous avez de l'argent, vous voulez un terrain, ils viennent, ils font une DLP, on vous donne le terrain. Au détriment de votre histoire, au détriment de votre culture, au détriment de tout ce que vous avez comme attache avec votre terre. Bonanjo, Sawa Douala, Sawa, Bisobe Selewa, les Senga. Alana Moisier, Alana Moisier, Là, il s'agissait plutôt de la grande mobilisation des fils et filles de Bali, de Dikolo, de Bonanjo. Évidemment, sur le site des CAS, c'était le 20 mai en guise de protestation, de manifestation, tous habillés en noir et voulaient dire leurs mots et leur mécontentement. Je vous propose à présent de suivre la rencontre entre certains propriétaires de cet espace et le chef supérieur, Bonanjo. Dikolo Bali à Douala, 5 jours après les casses. Des engins débarrassent le site des restes des domiciles de près de 5000 personnes qui y résidaient. Au même moment, ce 19 mai 2022, les populations des Guerpilles sont reçues par le chef supérieur du canton Bel. Des échanges, il ressort que les problèmes du passé doivent être oubliés et le calumet de paix fumé par les différentes parties. On voit qu'il est en train de prendre à bras le corps le problème et nous pensons qu'ensemble, on fait un bloc ensemble. Et la façon dont il nous a parlé aujourd'hui, il a écouté ce que nous avons à dire et ses réponses nous ont quand même apaisés. Nous lui avons remis le dossier. Et puis moi j'ai dit aussi un proverbe Douala qui dit « Joy Mayanjo ». Parce que quand les femmes sont venues voir le prince l'autre jour, il devait les écouter et lui devant et les femmes avec des cloches derrière quand il y a eu cette tragédie. Mais néanmoins, le linge sale se lave en famille. Il est chef et il a encore une possibilité de porter plus haut ce qui se passe. Il n'est jamais tard de réparer ce qui vient de se passer là. Dans le processus de réparation, les populations victimes ne souhaitent qu'une seule chose, rentrer sur les terres de leur village. Nous lui avons dit que nous ne voulons pas partir de nos terres. C'est notre village, donc il doit tout faire pour que cette DUP-là soit annulée et qu'on reprenne nos terres. On ne sommes pas prêts à les quitter. En rappel, les maisons situées dans la zone de Dikolo Bali, dans le premier arrondissement de Douala, ont été cassées le 14 mai dernier. Une action menée par les autorités sur la demande d'opérateurs privés qui disent détenir un titre foncier sur cet espace de près de 3 hectares. Dernier élément de cette série, je vous suggère de suivre à présent Olivier Chinoako. Il est le promoteur de l'hôtel qui entrevoit d'être construit sur cet espace. Donc l'un des protagonistes de l'affaire. Suivez-le. Bonjour, je suis Olivier Chinoako. Je suis le président de la société IBC qui fait la promotion du projet de construction d'un hôtel 5 étoiles à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Il s'agit d'un projet de plus de 100 millions de dollars pour lequel je travaille depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé ardemment avec les hautes autorités camerounaises de la présidence de la République jusqu'aux autorités locales à Douala pour avoir un site d'une superficie de 2,5 hectares et d'une valeur de près de 30 millions de dollars. J'ai beaucoup appris et je pense que ce que j'ai appris pourrait aider aux autres entreprises qui veulent faire affaire au Cameroun.
Il s'agit d'un projet vraiment à très fort impact. Je pense que j'aurai un impact sur le PIB. Parce que Douala étant la capitale économique du Cameroun, Douala pourra améliorer son offre hôtelière, obtenir toutes les grandes conférences sous-régionales et même internationales. Et je pense que Douala pourra jouer son rôle ultimement de plaque tournante de l'Afrique centrale. Aussi, je pourrais employer plus de 700 personnes, dont les femmes. Je compte employer au moins 50% les femmes et je compte aussi employer au moins 50% les jeunes. Aussi, je voudrais que ce projet respecte tous les critères sur le plan environnemental et social. Je voudrais qu'il y ait une économie d'énergie, que l'impact du projet sur la communauté soit atténué et que vraiment le projet puisse bénéficier aux populations. Merci. Cabral Libi, comment promouvoir le développement tout en protégeant les propriétaires, les citoyens qui, eux, ont des droits sur les terres? Mais c'est simple, c'est en respectant les droits. C'est en respectant leurs droits et c'est en leur reconnaissant leurs droits. Je voudrais d'abord sur cette question exprimer ma compassion vis-à-vis des populations qui ont été préjudiciées par ces casses. D'ailleurs, certains d'entre eux m'avaient appelé au secours il y a quelques mois et j'en ai parlé tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Je leur avais rendu visite et je leur avais exprimé mon soutien et je leur avais donné mon accompagnement et je leur ai donné mon point de vue sur la question. Je leur ai également dit les limites et les faiblesses qui pouvaient être les miennes dans ma capacité à résoudre leurs problèmes. Monsieur Dipita Tongo, il y a deux types de casses. Il y a des casses à dommages réparables et des casses à dommages difficilement réparables. Vous savez, si on casse les bords de route, on casse des boutiques, on dit aux gens, écoutez, on ne veut plus de marché ici, prenez vos marchandises, allez désormais les vendre dans un nouveau marché. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec le nouvel emplacement où on va aller vendre, mais au moins on a sa marchandise qu'on peut revendre de toute façon ailleurs. Mais lorsqu'on casse des gens qui vous disent, je suis dans mon village, je suis né ici, mes aïeux étaient ici, je dors ici, mes ancêtres dorment ici. Lorsque vous cassez ce type de personnes, vous les dessouchez. Quand même vous leur logeriez, vous leur recaseriez, c'est presque parfois, c'est un traumatisme qu'on ne peut plus rattraper. C'est pour cela qu'il n'y a pas un seul État normal au monde qui mène ce type d'action sans l'humaniser. Un État doit être conscient. Vous savez, moi je parle de l'État qui protège. Un État doit protéger d'abord ses citoyens. Vous voyez que nous sommes dans le prolongement de ce qu'on disait sur la mine. Où est l'État qui protège les siens? Je reviens à votre question. Parce qu'il y a une sorte de télescopage entre les ambitions de développement et la préservation de l'humain. Et quand on m'a écouté, on peut dire, ah mais tiens, ça veut dire que le développement n'aura jamais lieu. Le développement aura lieu. Monsieur Dipita Tongo, je le dis depuis des années. Lorsque des gens vous disent, je suis né ici, c'est mon village ici, ça veut dire qu'ils ont une propriété coutumière. Moi, j'ai appris le droit à l'école. Et le premier cours de droit qui m'a été donné, l'intro au droit, par le professeur Minkwashi Adolphe, nous a appris les sources du droit. La loi, le traité, les grands principes de droit, la jurisprudence, la coutume, c'est-à-dire des habitudes répétées de génération en génération. La coutume est une source de droit. La coutume est une source de droit de propriété. C'est pour ça que nous disons tous les jours que tous ceux qui ont des droits de propriété coutumiers sur les terres camerounaises, donnons-leur automatiquement le titre foncier. Cela est d'autant plus facile que la procédure d'immatriculation en vigueur au Cameroun commence par quoi? Et un jour on en parlera parce que je crois que
la corruption qu'il y a dans ce ministère en charge de l'immigration dépasse celle qu'il y a en enfer. Mais on en reparlera. La procédure d'immatriculation commence par quoi? Par une commission présidée, je crois, par le sous-préfet. Qui est membre de cette commission? Les autorités traditionnelles, les autorités de la coutume, qui doivent attester de ce que la personne qui veut immatriculer une terre, soit elle lui a appartenu depuis des générations, soit elle l'a concédé à quelqu'un depuis des générations. C'est la clé, c'est le déclenchement du tout. Mais malheureusement, cette procédure, je vous l'ai dit, c'est démoniaque. Aucun citoyen normal camerounais ne peut immatriculer une terre au Cameroun. Donc l'État doit régler ce problème. Parce que si on y prend garde, la déflagration sociale que cette affaire va provoquer un jour sera sans précédent dans ce pays. En tout cas, nous, au PCRN, on a eu de cesse de le dire depuis des années. Sur la question spécifique de Dikolo, l'État aurait dû, reconnaître la propriété de ces gens qui vont être dessouchés. C'est vrai que tous ne sont pas propriétaires coutumiers. Il y en a qui sont locataires, ainsi de suite, ainsi de suite. Aurait dû le faire. Aurait dû les dédommager. Aurait dû les recaser. Ce qui a été fait est ce qui est en vigueur. On a fait une déclaration d'utilité publique avec toutes les diatribes que l'on voit sur la crédibilité des actes administratifs, les uns comme les autres. Après la déclaration d'utilité publique, on devait mettre en place un accompagnement. J'ai cru, lorsque j'y étais, il s'agit d'une 60aine de familles qui sont concernées. 63. 63 familles. L'État est où? Et l'État, il n'est pas tard. Que l'État accompagne ces gens. Je suis tombé sur le document de dédommagement de ceux à qui on reconnaît des titres fonciers. Encore que, ça encore au Cameroun, c'est un gros problème. La mercuriale sur la base de laquelle on définit ce dédommagement est elle-même inhumaine. Je ne parle donc pas de l'indemnisation, pitié, que l'on donne à ceux à qui on ne reconnaît pas le titre de propriété. Il n'est pas tard. L'État doit le faire. Parce que, M. Dipita Tongo, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'y étais arrivé, c'était des questions tribales qui étaient soulevées. Non, c'est des Bamileke. Je crois que le monsieur que vous venez d'interviewer, je crois qu'il est... Moudissa. C'est un Moudissa Bali. Il fait partie évidemment des familles des Donc il est du sud-ouest. Non, 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 c'est un Bali. C'est un Bali. Bon, okay. Ah non, non, le monsieur, le propriétaire. Que vous avez interviewé, oui, c'est Chinoako. Exact. Que vous avez interviewé, je crois qu'il est d'expression anglaise. Donc il est soit du sud-ouest, soit du nord-ouest. Doit-on le blâmer d'être allé chercher des investisseurs à l'étranger? Il est allé à l'étranger, il a trouvé des investisseurs, il est venu voir l'État du Cameroun et il lui a dit: j'ai des investisseurs qui veulent construire un hôtel. Trouvez-moi le terrain. Je suis tombé sur un document qui date d'avril 2014, signé par le délégué du gouvernement Frist Ntoné. À l'époque, ce projet, en réalité, ça portait le nom de Hilton Hotel. Ce n'était pas Marriott. Et je suis tombé sur le compte rendu d'une réunion, compte rendu dans lequel Frist Ntoné, il est signataire, disait à ce monsieur que le terrain qu'il sollicitait à l'époque ne pouvait pas lui être donné. Il devait y être construit une sorte d'espace vert. Mais par la suite, d'ailleurs, c'est le site du Ngondu qui a été construit. À la place d'Abeseke. Dans ce compte rendu, c'est lui qui indique le lieu qui a été cassé maintenant. L'une des raisons qu'il donne d'ailleurs dans ce document, c'est que c'est un lieu insalubre. Attention, mais la DUP parle du titre foncier 750 à Bounantoné, c'est des dos. Hein. Moi, je vous parle de ce qui a été cassé maintenant. C'est-à-dire que l'espace là qui est cassé. C'est là, dans ce compte rendu, c'est cet espace qui est dédié. Et il préconisait dans ce document, justement, une DUP, un dédommagement, un accompagnement des populations. Donc je ne l'accuse pas. C'est pour vous dire que c'est une affaire qui date de 2014. Ça a traîné parce que l'État n'a pas su prendre ses responsabilités. Je suis tombé sur un autre document qui, lui, est encore plus étonnant que le précédent. Document dans lequel, et ça je l'ai trouvé par une de mes sources à la préfectorale,
Parce que c'est un document, et curieusement, je ne sais pas pourquoi il n'est pas public, document dans lequel les autorités traditionnelles ont trouvé un terrain d'entente avec l'investisseur par rapport aux 63 familles. Et l'investisseur prend l'engagement, outre ce que l'État donne, de payer 12 mois de loyer à toutes les personnes qui sont déguerpies, leur donne des frais de déménagement et prend également l'engagement d'immatriculer à ses frais un autre 5 hectares, un espace de 5 hectares autour de Douala, un autre domaine privé de l'État. Qui leur sera attribué. Qui leur sera gratuitement attribué. Et je me suis demandé, mais pourquoi ce document n'est pas rendu public? Parce que j'ai vu qu'il est signé et des investisseurs et des autorités traditionnelles de la ville de Douala. Je me demande toujours pourquoi il y a autant d'opacité, autant d'inhumanité. Moi, je ne rentre pas. C'est comme je disais des mines tout à l'heure. Parce que vous savez, voilà les 3 catégories de gens qui dérangent le Cameroun. Je vous le dis. Quand ils ne sont pas incompétents, ils sont criminels ou ils sont paresseux. Parce que même sur cette affaire, c'est de ça, hélas, qu'il s'agit. Moi, le cri que je lance, et nous avons tous suivi tout à l'heure, tous les doutes qui sont soulevés au sujet des titres fonciers, des entourloupes, des mensonges qui ont émaillé cette affaire. Pourquoi on ment? Tout ça, c'est la corruption. Tout ça, c'est des petits pots de vin. Tout ça, c'est des histoires bizarres. Et c'est toujours l'État ou ceux qui représentent l'État ou qui parlent au nom de l'État. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? On jette en pâture, quand ce n'est pas l'ethnie, c'est l'investisseur. Vous savez, moi je le dis toujours, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement. Mais pour que vous compreniez pourquoi je réagis comme ça, vous savez, un jour je suis appelé à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur l'électricité. Et je rentre dans la salle, je trouve le DG, un occidental, hein, le DG de AES Sonel. Et mes collègues étaient chacun armés de gourdins, en train de l'assommer au sujet de la rareté de l'énergie, au sujet des délestages et de tout ce que vous voulez. Je les ai observés pendant une quarantaine de minutes. J'ai demandé où était le ministre de l'eau et de l'énergie. Il n'était pas là. J'ai demandé où était le directeur général de EDC. Il n'était pas là. J'ai demandé où était le DG de Sonatrel. Il n'était pas là. Alors j'ai pris la parole et j'ai demandé à mes collègues. Celui qui produit l'énergie, l'État du Cameroun, est absent. Celui qui est garant de tous les sites de production de l'énergie est absent. C'est toujours l'État. Celui qui doit transporter l'énergie est absent. Et vous me demandez de m'attaquer aux vendeurs. Parce que l'État du Cameroun a estimé qu'il peut produire l'énergie, stocker l'énergie, transporter l'énergie, mais il ne peut pas le vendre, la vendre. Vous me demandez donc de m'attaquer à un vendeur. Avez-vous vu au monde un seul vendeur normal qui cache sa marchandise alors que les acheteurs se plaignent? Moi, je n'en ai toujours pas vu. Donc, je veux bien qu'on attaque ces gens. Mais qui doit les attaquer en premier? C'est ceux qui incarnent l'autorité de l'État. Donc, je suis d'accord qu'on l'attaque. D'accord. Mais on ne peut pas l'attaquer lui tout seul. Il faut qu'il soit assis à côté des autres. J'ai fait ce parallèle, merci de me l'avoir permis. Pour que vous compreniez de quel côté moi je suis. Je suis l'État, M. Dipita Tongo. Ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de mon peuple. C'est l'humain, le Camerounais, l'humain appelé Camerounais. Comment il est traité, où il est. Parce que ce n'est pas ce monsieur, vous l'appelez comment encore? Vous l'avez interviewé tout à l'heure. Monsieur Chinoako. Tout à l'heure, on parlait des Chinois. Olivier. Et puis, il y a Chinoako dans son nom. Enfin, il y a Chinois dans son nom. Oui, moi, je ne sais même pas d'où il vient. Parce que j'ai vu un tas de choses. Il était au Canada, avocat de Fouquet. Je sais même, j'ai lu tellement de choses. J'ai dit, mais attendez, celui, quand même, il serait donc quelqu'un de dangereux, qui devrait protéger l'État du Cameroun contre un dangereux. Quelqu'un de dangereux. Comment on peut laisser les populations abandonnées à elles-mêmes? Si c'est un grand groupe, j'ai suivi les montants tout à l'heure. Vous voyez les 63 familles là, s'opposer à un grand groupe, ils vont commencer par où? Donc, je dis encore que sur cette question, il n'est pas tard. L'État du Cameroun
doit, et là on est à Douala, parce que quelle est l'image que nous renvoyons au reste du monde? Que nous ne protégeons pas nos citoyens? Oui, Douala doit se développer, M. Djipita Tongo. Oui, mais si vous devez dissocier des gens, faites-le en respectant leur identité. C'est la moindre des choses. D'accord. Les Douala ne doivent pas souffrir de ce qu'ils ont accueilli la capitale économique. Mais non. Quel est donc l'intérêt pour eux? Oui, ils sont fiers d'avoir la capitale chez eux. Mais pour qu'ils soient dessouchés de là où leurs ancêtres sont couchés, sans le moindre ménagement, sans la moindre protection, sans le moindre regard, sans la moindre chaleur de l'État qui, au sens du Léviathan de Hobbes ou de Rousseau, enfin, je ne sais pas, a pour mission de nous protéger. C'est banal. Alors pour sortir, ces questions, quand on les évoque, après on dit, on fait des grosses démonstrations, c'est aussi banal. Un mot, comment on répare maintenant? C'est simple. Puisque de toute façon, c'est cassé. Ben, ils ont fait exactement comme ils ont fait à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, c'est encore plus grave. Comment ça s'appelle encore? Juste en face de l'aéroport, j'y suis allé. Newton. Et là-bas, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que là-bas, on a cassé des gens qui ont des titres fonciers. Et on a cassé des gens qui n'en ont pas. On a refusé de les indemniser en les accusant d'avoir construit sur un terrain titré au nom de l'État. Je suis sur la piste de ce titre foncier. Je suis allé à l'autorité aéronautique plusieurs fois. Je n'ai toujours pas pu rencontrer les autorités. Mais une m'a reçu une fois et m'a dit qu'à la vérité, ce titre n'existe pas. Il est en cours à la conservation foncière. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Comme c'est un État qui écrase, un État qui se fiche royalement des citoyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le monopole de la violence légitime. Ils savent qu'ils ne sont pas dans leurs droits, mais ils vous cassent. Puisque de toute façon, ils savent que désemparés, vous ne pourrez rien leur faire. Ils vous cassent et le mal est fait. Parce que c'est exactement pour ça que je prends le parallèle avec Newton Aéroport. Là, ils ont cassé. La moindre des choses maintenant, c'est de donner de l'humanité à ces gens. De les recaser. Que l'État dispose toujours de domaines privés, non? Aux alentours de Douala. Bolonjo notamment. Ben voilà. Là-bas, ils ne vont pas casser. Pour citer le plus proche. Parce que je crois que même là-bas, mais comme là-bas, apparemment, il y a des gens très forts qui eux-mêmes sont dans la décision de casser, personne n'osera donc casser là-bas. Donc, comme ceux-ci sont faibles, et moi, je dis donc, OK, moi, leur représentant que je suis en tant que député de la nation, hélas, je n'ai ni la majorité, ni le pouvoir pour le moment, mais je demande à ceux qui l'ont de leur donner un minimum d'humanité, de leur donner une juste indemnisation qui les apaise et de leur trouver un lieu de recasement et même de les accompagner à obtenir de nouveaux logements. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui sont délaissés. Parce qu'il me semble que là-dedans, il y en a qui ont aussi trouvé leur compte. En moins de 5 minutes de la fin de l'émission, on va prendre le dernier reportage. On va aller à la FECAFOOT pour noter cette démission du secrétaire général. Évidemment, sous fond de mésentente avec l'exécutif de l'institution. Et puis derrière, on va peut-être faire un commentaire avec vous. Cabral Lébi, reportage à Yaoundé. Benjamin Banlok n'est plus le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Il a jeté l'éponge dans une lettre adressée au président de l'instance Samuel Eto'o-Fils. Il avait été nommé par ce dernier par intérim à l'issue de son élection le 11 décembre 2021 avant d'être confirmé 2 mois plus tard, soit en février 2022. Difficile donc de comprendre quand on sait que le désormais ex-secrétaire général a fait campagne pour Samuel Eto'o-Fils. Il explique sa démission par le management trop individualiste de son président. D'ailleurs, dans le communiqué rendu public, il dit, je cite, « Pour ma part, et très humblement, une administration de progrès de la FECAFOOT ne peut se réduire à la danse du président, qui semble être votre seule volonté. Les textes, les bonnes pratiques managériales et la gouvernance, les objectifs des projets fédéraux et les résultats doivent motiver les décisions, justifier les postures, les choix et les engagements. » Fin de citation. L'ex-secrétaire général de la FECAFOOT juge opportun de démissionner que de continuer à travailler dans un environnement qui ne lui sied plus. Il souhaite tout de même bonne continuation à toute l'équipe de la Fédération camerounaise de football, pistonnée par l'ancien Le Indomptable. Rappelons que le 19 avril 2022, le désormais ex-secrétaire général de la Fédération camerounaise était suspendu. Il lui était reproché à ce dernier sa mauvaise gestion financière et de pratiques de corruption. En effet, Benjamin Banlok était accusé de mauvaise gestion financière et soupçonné de magouille dans les marchés publics.
mais également d'actes de corruption dans la gestion de certains clubs en conflit, à l'exemple de l'Aigle Royal de Konsamba, où il aurait reçu une forte somme d'argent du président déchu Adolphe Seke pour annuler l'Assemblée générale du 8 avril 2022. Nous avons essayé de joindre la cellule de communication de la Fédération camerounaise de football pour réaction, sans succès. Peut-être un commentaire, Cabral, avant de sortir de l'émission, sur cette autre actualité à la FECAFOOT. D'abord, pour moi, maintenant, l'occasion m'est donnée de parler de la FECAFOOT, je dois dire que l'avènement de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football a polarisé l'attention et a charrié beaucoup d'espérance de la part du peuple camerounais qui est très attaché au football. Je crois que son élection a été l'un des moments les plus suivis par les Camerounais. Et depuis que Samuel Eto'o est là, du peu que je peux observer, je suis par ailleurs président du réseau des parlementaires pour le sport, je crois qu'il est incontestable et indéniable que sur le peu de temps qu'il a passé là, il travaille de façon manifeste à redresser le football. Je crois que seulement le traitement, vous savez, moi c'est l'humain. Je le dis toujours, on doit protéger. Le football, c'est les footballeurs qui le pratiquent d'abord. Et moi, la décision qu'il a prise d'assurer, parfois d'ailleurs en se mettant à dos les responsables des clubs, d'assurer la rémunération du footballeur. J'ai vu là, il y a eu une actualité à un moment où il a dû créer lui-même des comptes pour des footballeurs d'un club et leur virer, décider de leur virer de l'argent. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut applaudir des deux mains. Et il faut pas qu'il y ait des choses, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut espérer qu'il n'y ait pas des choses qui viennent parasiter cette dynamique de redressement et de reconstruction du football. Vous savez qu'il y a quelque temps, j'ai fait des sorties diversement appréciées où je demandais que Samuel Eto'o et certains membres de l'Assemblée générale de 2009 aillent sur le chemin de la transaction, un peu comme il l'a fait avec M. Mabouan Kessak. Et je disais que l'une des affaires pendantes encore au tribunal arbitral du sport permettait de trouver cette issue transactionnelle. Parce que moi, ce que je pense, c'est que la dynamique qu'il impulse à la Fédération camerounaise de football nécessite urgemment d'être dépouillée de tout ce qui pourrait la parasiter. C'est dans ce cas que j'avais fait cette suggestion qui m'a valu, à tort ou à raison, des coups. Donc, là encore, j'ai suivi d'abord que le SG avait été suspendu d'abord, puis il a démissionné. Donc moi, ce n'est pas tant sa démission qui m'importe, parce que c'est une décision personnelle. Mais bon, s'il a été suspendu, et je crois que dans le document qui le suspendait, je pense qu'il était évoqué de façon laconique des questions de malversation. Je crois que si c'est avéré, c'est encore le lieu de féliciter le management. Le management de la rigueur. Le management... Vous savez, moi, je suis allé pendant la Coupe d'Afrique des Nations, je suis allé une ou deux fois à la fédération parce que je cherchais des maillots, des lions qui n'existaient pas. Il y avait que de la contrefaçon en circulation. Donc, je cherchais les maillots et même les billets. Vous savez. Et à l'occasion, l'impression qui m'a été laissée, c'est que le SG, M. Balok, avait plutôt, avec le président de la fédération, des rapports visiblement fusionnels. C'est même dans son bureau, parce que j'ai été reçu dans son bureau, et pendant que j'y étais, le président est arrivé. C'est même dans son bureau que le président recevait un certain nombre de personnes que moi-même ce jour-là, le président de la FECAFOOT m'a reçu. Donc, maintenant, s'il lui est reproché quelque malversation que ce soit, un peu comme ce que dit votre reportage, il faut saluer la promptitude de la réaction de ce management-là. Ça participe aussi du déparasitage dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, moi, je reste constant sur ce point. Espérons que tout cela ne vienne pas embrouiller quoi que ce soit. Je pense qu'ils peuvent trouver toujours une voie transactionnelle pour sortir de tout cela. Les Camerounais ont besoin de voir leur football briller. On est en train de préparer une Coupe du Monde. Et je crois que c'est ça qui est important pour les Camerounais. Vraiment des petites bisbilles de management là-bas dedans, on peut régler ça là-bas. Vous savez, je comprends mieux ça aujourd'hui que je dirige un parti politique qui a des centaines de milliers de militants. L'arbitrage, le management des masses, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je suis parfois plus réservé dans la tonalité des critiques que je formule à l'adresse de tout management. Merci infiniment, Cabral.
90 minutes, ça passe assez vite. On aurait pu vous garder encore pour quelques autres sujets. Mais ce n'est pas grave, vous êtes souvent disponible. On vous aura certainement à d'autres occasions. Merci infiniment d'être venu. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné l'occasion d'expliciter un certain nombre de choses. J'espère que ce que j'ai dit rassure ceux-là qui continuent à penser que dès 2025, ils vont nous faire confiance. Et je peux les rassurer de ce que dès 2025, une fois que nous aurons pris la charge de ce pays, ça va se redresser. L'un des principaux responsables politiques a avoir déjà déclaré sa candidature. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et nous ne travaillons qu'à cela. Je suis d'ailleurs étonné que les gens aient été étonnés du déploiement du PCRN il y a quelques jours, mais c'est parce que nous y travaillons, avec acharnement, sans relâche. Bon dimanche à vous également à la maison. Demain, c'est lundi. D'avance, je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir.